Mais pour le moment, je vais me permettre de prendre le relais. Alors c'est vrai que pendant l'intervention de Franck, on a eu droit à plein de résumés sur le contexte, les voyages, etc. Alors vous allez voir dans ma chronique, il va y avoir pas mal de redites, si je puis dire. Mais surtout, on va revenir beaucoup sur les origines de ces voyages, mais aussi sur les conséquences que ces voyages vont avoir sur un long terme. L'essentiel de cette chronique va être basé entre autres sur des éléments qui sont présents dans un article rédigé par, et là encore une fois je m'excuse profondément pour la prononciation de ce nom, un article de Sheikh M. Ghazanfar de l'université de l'Idaho. Alors, Vasco de Gama est considéré comme le premier explorateur à être allé de l'Europe à l'Asie, comme nous l'avons vu avec Franck, ouvrant alors ainsi, avec son compère Christophe Colomb, l'ère des explorations et des grandes découvertes. Une vision qui reste très européocentrée, qui s'est créée dans la durée pour justifier la colonisation et l'impérialisme des pays européens sur le reste du monde. En effet, l'épopée de Vasco de Gama est devenue avec le temps un symbole de la persévérance et de l'ingéniosité des peuples européens pour toujours explorer plus loin. Soit dit en passant, ça va de même avec l'épopée de Christophe Colomb, bien évidemment. Toutefois, il est important de nous questionner aujourd'hui sur les motivations qui ont pu pousser l'explorateur à entreprendre ses voyages. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que Vasco de Gama est en réalité commandité par quelqu'un, en l'occurrence ici les rois du Portugal, donc respectivement Jean II puis Manuel Ier. Petite information importante comme ça en passant, le père de Vasco de Gama, qui s'appelle Estevão de Gama, était un membre de l'ordre de Santiago, un ordre militaire et religieux catholique duquel fait également partie le futur roi du Portugal, Jean II. Donc en fait, Vasco de Gama, il est déjà un petit peu dans les petits papiers, on va dire, de la grande noblesse du Portugal. Donc, plutôt que de se questionner sur les motivations personnelles d'un Vasco de Gama, demandons-nous ce qui va pousser les rois du Portugal à se lancer dans d'aussi grandes entreprises. Mais pour le savoir, il nous faut remonter assez loin dans le temps. Du coup, reprenons depuis le début. Pendant tout le long du Moyen-Âge, deux blocs vont passer leur temps à s'affronter dans une guerre sainte. D'un côté, le monde chrétien et de l'autre, le monde musulman. Les dernières croisades à l'Est sont des échecs et l'Empire byzantin, véritable phare de la chrétienté en Orient, finit par se disloquer complètement après 1453 et la fameuse prise de Constantinople. Or, le 18 juin 1452, soit 46 ans avant le premier voyage de Vasco de Gama, et à peine un an avant la chute des Romains d'Orient, le pape va promulguer une bulle papale du nom de Dum Diversas, qu'il adresse directement au roi d'Espagne et du Portugal. Alors un petit off comme ça, hors texte pour les auditeurs, une bulle papale c'est quand le pape il veut dire vraiment quelque chose de très très important, souvent quand il est pas content, et du coup il va l'envoyer comme ça directement aux membres de la chrétienté catholique. Donc je vais citer une partie de cette bulle papale, donc il va falloir ouvrir les guillemets, je vais essayer de prendre le ton d'un pape. Par les présentes, nous vous accordons, de par notre autorité apostolique, permission complète et libre d'envahir, de rechercher, de capturer et de soumettre les Sarrasins et les païens et tout autre incroyant et ennemi du Christ, où qu'ils puissent être, ainsi que leurs royaumes, duchés, comtés, principautés et autres biens, et de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. On sent bien à travers ce texte que le pape va concéder, puisque rappelez-vous, c'est adressé directement au roi d'Espagne et du Portugal, donc on va concéder à ces deux royaumes ibériques une forme d'exclusivité commerciale et aussi de la colonisation et de l'esclavage en Afrique. Ainsi, de par ce texte, finalement, c'est comme si on avait une toute première base légale à ces différentes pratiques. D'autres bulles papales viendront sur la fin du XVe siècle renforcer la légitimité de l'Espagne et du Portugal sur leur future conquête. C'est le cas de la bulle Romanus Pontifex, où le pape confirme au roi Alphonse V du Portugal son droit à dominer toutes les terres au sud du cap Bujdur. Je prononce très mal encore une fois, c'est un cap au nord du Sahara occidental. À travers ces bulles, le pape a un véritable projet d'unification du monde sous sa houlette à travers la destruction des ennemis du christianisme et l'unification du monde via un véritable empire théocratique où la toute-puissance du Christ ne saurait être remise en question par qui que ce soit. Et c'est là du coup qu'on va se retourner à nouveau vers nos fameux grands explorateurs, qui sont finalement en charge d'accomplir non pas réellement des missions d'exploration, mais de véritables missions prophétiques et religieuses dans le but de détruire les ennemis de la chrétienté. C'est le cas notamment de Christophe Colomb, où on retrouve un de ses recueils de prophéties mystiques dans lequel il prétend avoir vu en rêve l'ascension du roi Ferdinand et de la reine Isabelle comme monarques d'une nouvelle Jérusalem.
Bien sûr, il faut aussi remettre ça dans une forme de contexte. Le navigateur a quand même besoin de soutien de puissants pour pouvoir poursuivre ses explorations, et il faut bien les laisser dans le sens du poil dans l'espoir de se voir financer de futurs voyages. Mais ça nous montre bien que pour les puissants, le vrai moteur de ces explorations, c'est un moteur qui est lié à la religion. Toutefois, on n'est pas là pour parler de Christophe Colomb et de ses délires messianiques, mais bien pour parler de l'aventure de Vasco de Gama. Donc, toujours dans l'optique de lancer une nouvelle croisade pour reprendre Jérusalem, le roi Manuel Ier du Portugal va envoyer le navigateur en 1497 dans le but de rejoindre les forces chrétiennes de l'Est. C'est d'ailleurs lors de ce voyage que les Occidentaux rencontrèrent pour la première fois une petite créature trop mignonne pour son bien et très facile à attraper. Alors là, petit moment quiz, à votre avis de qui je parle ? Le manchot. Le manchot, exactement. Voilà, c'est un petit aparté comme ça par rapport aux autres chroniques, allez les écouter. Le premier manchot jamais rencontré par des occidentaux, c'est le manchot de Cap. Et du coup, il y a même des textes de différentes personnes qui étaient à bord des navires de Vasco de Gama, et en gros, ils les ont rattrapés, tous butés, pour pouvoir les manger et en faire des réserves. Voilà, c'est ça la première rencontre des occidentaux avec les manchots. C'est affreux. Mais maintenant, ils vont mieux, ils sont juste détruits par les touristes qui viennent les photographier, et du coup, ça va. Hein. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, une fois de plus, il est important de faire un aparté pour comprendre ce que tout ça signifie. Cet aparté, il va être assez simple puisque Franck en a déjà un petit peu parlé et comme il l'a dit, dans un futur épisode, probablement on essaiera d'aller un petit peu plus loin que ça. Il existe depuis le début du Moyen-Âge une légende qui va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'au XVIe siècle, la fameuse légende du royaume du prêtre Jean, un royaume mythique fondé à l'Est par un prêtre à l'abri de tous les problèmes du monde. À l'époque de Vasco de Gama, de fortes suspicions se présentent vis-à-vis de l'Inde comme étant l'endroit où ce royaume magnifique se trouve. Ainsi, Manuel Ier a un dessein quasi messianique, décidément c'est assez récurrent à l'époque, et pense qu'il a hérité d'une mission sacrée. Il va alors baser l'entièreté de sa politique extérieure dans le but de détruire les forces musulmanes et de gagner ce que lui nomme la dernière croisade, en délivrant à nouveau Jérusalem. La mission de Vasco de Gama est simple, rallier les fameuses entre guillemets forces chrétiennes de l'Est à la cause des chrétiens d'Europe, afin de prendre en tenaille le monde musulman situé par définition au milieu. Le choix de Vasco de Gama pour mener cette mission n'est pas un hasard, car c'est un habile négociateur qui sait, comme l'avait dit Franck, aussi bien utiliser des moyens diplomatiques que aussi des moyens de persuasion assez efficaces entre guillemets. En effet, le navigateur était connu pour être quelqu'un de sombre, de cynique, notoirement impitoyable, expert en torture également. Bref, le bras armé parfait pour accomplir une mission de contournement des forces ennemies. Cependant, dès son second voyage en 1502, l'idée de croisade commence déjà à se mêler avec une mission plus concrète liée au commerce de denrées rares et exotiques dont il fallait se garder une part de marché exclusif. Ce qui expliquera d'ailleurs pourquoi est-ce qu'en 1503 à son retour, Vasco de Gama sera entre guillemets démis de ses fonctions, parce que finalement, il a pas trouvé le royaume du prêtre Jean, et du coup peut-être qu'il peut laisser la place à quelqu'un d'autre pour gérer les trucs commerciaux. Et comme vous l'avez vu dans la chronique de Franck, il fera son grand comeback 20 ans plus tard. Dans tous les cas, il est important de comprendre que l'idée d'une Europe toujours en mouvement vers le progrès et la découverte, que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans les récits nationaux des États européens, va se baser sur les voyages des grands explorateurs de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Cependant, cela est et restera, comme on l'a vu au tout début, un point de vue très européocentré, duquel va découler des idées reçues qui existent encore aujourd'hui. Il faut savoir que l'Asie et le Cap de Bonne-Espérance avaient déjà été découvertes bien avant les Portugais par d'autres cultures. Les plus anciennes traces de découverte du Cap de Bonne-Espérance font référence notamment à plusieurs navigateurs, comme par exemple un navigateur arabe du nom de Ahmad ibn Maïd, l'un des marins les plus célèbres de son monde et de son époque, qui a navigué vers l'ouest jusqu'au Cap, puis remonté la côte ouest de l'Afrique en 1450. C'est aussi le cas de l'amiral musulman chinois Zheng He, ou Cheng Ho dans sa version occidentalisée, qui a remonté la côte est de l'Afrique au tout début du XVe siècle. Et même avant cela, les commerçants de l'Est avaient déjà traversé le Cap et remonté les côtes de l'Afrique. En fait, pendant des siècles, ce sont les navigateurs persans et arabes qui ont traversé ces eaux du fait de leurs compétences plus avancées dans ce domaine que leurs homologues européens. Et justement, on ne peut pas parler des grands voyageurs du XVIe siècle sans revenir sur ce point précis. L'arrivée des Portugais et des Espagnols en Asie et en Amérique a souvent été perçue comme le signe de la grande ingéniosité des cultures européennes. Un véritable paradoxe, puisque cette avancée technique n'a en fait été possible que via l'assimilation des idées scientifiques arabo-asiatiques. Sans l'absorption des connaissances scientifiques navales des mondes musulmans, le passage du Cap de Bonne-Espérance aurait été beaucoup plus compliqué pour les Portugais. Cet emprunt remonte à peu près au XIIe siècle avec les traductions de traités arabes et le contact avec les musulmans lors des croisades.
Par exemple, le principe de voile océanique était un vrai défi pour les Portugais, surtout pour pouvoir affronter les vents violents de l'océan, et la résolution du problème s'est trouvée à travers les Orientaux dans la construction des premières caravelles vers 1440, très largement inspirée des Caribes islamiques déjà existantes dès le XIIIe siècle. Également, certaines caractéristiques des navires comme l'étambot, le gouvernail, la voile latine et le système de triple mât, sans lesquels les grandes découvertes auraient été beaucoup plus compliquées, étaient déjà présentes sur certains bateaux d'origine asiatique. Nous pouvons citer aussi le cas de l'astrolabe, instrument essentiel à la navigation datant de l'Antiquité, qui a été largement amélioré par les scientifiques arabes pour être ensuite transmis aux Européens. Et enfin, les connaissances en astronomie, qui s'étaient longtemps perdues en Europe, voient leur retour notamment à travers les échanges entre chrétiens et musulmans dans l'Espagne médiévale. Ainsi, les navigateurs portugais dépendaient pour la bonne réussite de leur voyage de toute la science et de l'ingéniosité des savants orientaux. Certaines sources historiques expliquent même que Vasco de Gama aurait engagé en avril 1494 le fameux Ahmad ibn Maïd dans un comptoir de Malindi, dans l'actuel Kenya, afin de le guider dans les eaux inconnues de l'océan Indien. Il est vrai que le marin arabe était considéré par ses pairs comme étant un spécialiste de la mer des Indes. Aujourd'hui, toutefois, certains historiens réfutent cette idée, car il y a peu de chances que Ahmad ait été présent en Afrique à ce moment-là, car sa carrière était depuis longtemps derrière lui. Il mourut, lui, en effet, en 1500, à l'âge de 68 ans. Il aurait été donc âgé de 61 ans lors du voyage des Portugais. Certains historiens pensent plutôt qu'il devait s'agir d'un marin ayant navigué avec Ahmad et que Vasco de Gama aurait mis la main sur lui dans le fameux comptoir, ou alors peut-être même en fait que Vasco de Gama avait déjà entre ses mains des écrits de l'aventurier musulman. Dans tous les cas, sans cette intervention extérieure, il aurait été beaucoup plus difficile pour les Portugais de parvenir à trouver leur chemin dans les eaux de l'océan Indien. Dans cette espèce de propagande finalement autour de l'âge des découvertes, il est coutume de préciser que les populations d'Inde et d'Asie étaient assez primitives, alors même que nous savons aujourd'hui que les populations de ce monde ont joué des rôles très importants dans l'économie eurasiatique pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est ce dont Franck a fait référence d'ailleurs au cours de sa chronique. Un fait assez amusant et d'ailleurs attesté, comme quoi Vasco de Gama offrit à des dirigeants en Inde des choses de son pays, et il s'est vu, comme l'a dit Franck, et conduit un peu comme un malpropre, car ses dons étaient jugés par les Indiens comme étant inférieurs. En réalité, il n'y a pas que les biens qui étaient réellement inférieurs, car les flottes européennes étaient assez dérisoires en comparaison à des flottes asiatiques. Comme indiqué précédemment, l'amiral musulman chinois Zheng He avait traversé l'océan Indien et débarqué sur la côte est de l'Afrique des décennies avant Da Gama avec sa flotte. Le plus grand navire de Zheng He mesurait 500 pieds de long et 180 pieds de large, alors que l'équivalent de Vasco de Gama était de 85 pieds. Même au niveau du nombre d'hommes transportés, les flottes chinoises étaient beaucoup plus massives. Zheng He avait une flotte comprenant près de 28 000 hommes. Et même au-delà du XVe siècle, cette suprématie chinoise sur les mers restera présente pendant de longues décennies. Une fois qu'on a ces chiffres en tête, on se rend bien compte que ce n'est pas grâce à un affrontement direct que l'hégémonie européenne a pu se faire en Asie. Pourtant, les Portugais, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, ont bel et bien fini par s'installer durablement en Inde. C'est donc en utilisant la manipulation, les rivalités internes, mais aussi bien sûr avec un peu de chance que les Portugais ont pu petit à petit s'ancrer dans la région. Vasco de Gama a d'ailleurs très bien utilisé la rivalité entre les sultans de Malindi et de Bambassa pour établir les premiers comptoirs en Afrique de l'Est. Et il en fit de même en Inde, et réussit, comme l'avait dit Franck, à prendre pied à Calicut. Au final, des liens commerciaux, malgré tout, réussissent à s'établir durablement grâce aux habiles talents de négociateurs des Portugais, permettant l'émergence d'un autre mythe sur l'ère de la découverte. L'idée que grâce au passage du Cap de Bonne-Espérance, les Européens auraient réussi à étouffer les voies commerciales des Ottomans, réduisant ainsi leur économie à néant. Certains historiens sont beaucoup plus nuancés. En effet, le commerce via le Cap était malgré tout assez coûteux en temps et en moyens, et la plupart des voies commerciales transitaient via la mer Rouge et donc à travers les Ottomans jusqu'à au moins 1585. Même l'exportation des produits européens vers l'Orient aura lieu de manière significative jusqu'au moins 1650. Il faut également comprendre une chose, c'est que les flottes portugaises, en comparaison des flottes ottomanes dans l'océan Indien, étaient beaucoup plus faibles, les empêchant de pouvoir se construire directement une hégémonie forte en peu de temps. Du coup, pour commercer là-bas, il fallait de toute façon négocier et collaborer avec les forces musulmanes. De fait, de nombreux traités n'ont au XVIe siècle accordé aux Européens qu'uniquement l'accès par exemple à Macao en Chine ou alors aux côtes orientales de l'Inde. On ne pouvait pas aller à l'intérieur des terres. Le fait est que l'Empire ottoman et les différents royaumes en place étaient des forces économiques et militaires qui dominaient la région jusqu'à au moins 1800. Ce qui est amusant, c'est que pourtant le roi Manuel Ier prétendait auprès du pape en août 1499 qu'il était entre guillemets le seigneur de la Guinée, renforçant ainsi cette espèce de mythologie européenne qui se trouve finalement n'être qu'un rêve assez éloigné de la vraie réalité. A l'inverse, l'ironie finalement de cette réalité, c'est que ces voyages n'existent que dans un but de contrer le monde musulman, mais que pour pouvoir y parvenir,
On doit compter sur le savoir antique possédé par les musulmans et sur la diplomatie avec ces derniers afin d'obtenir les ressources nécessaires pour le faire. Pourtant, les mythes européens ont hérité de ces grandes figures telles que De Gama et Colomb pour en faire des représentations de la capacité de l'Occident à découvrir et civiliser. Donc finalement, en conclusion, il faut bien avouer que l'influence de Vasco de Gama et des autres navigateurs ont eu sur le monde est carrément sans équivoque, comme on l'a vu tout à l'heure avec Franck. Mais il ne faut pas non plus oublier leur origine religieuse, quasi messianique, que nous avons même tout le temps en fait, mis de côté dans notre roman national. Le point de vue traditionnel sur cette époque est simplement dû à une transformation de l'histoire au gré du temps servant un propos, celui de la colonisation. En effet, le mandat divin du pape se mue en une doctrine de la découverte qui elle-même se trouve liée à ce qui va s'appeler par la suite l'ère de la découverte, suivie de celle de l'impérialisme européen et de la colonisation. En un sens, les Portugais et les Espagnols ont effectivement changé le cours de l'histoire, mais pas forcément que en bien, car ces voyages donnent aux Européens la conviction que l'équilibre mondial des pouvoirs existants entre les deux blocs chrétiens et musulmans depuis 1095 avec la première croisade peut être changé, et qu'en réduisant les frontières du monde, celle des musulmans s'en trouve alors réduite de taille. En fin de compte, l'ère de la découverte a doté la chrétienté de nouveaux territoires à exploiter, lui donnant alors plus de pouvoir que le monde musulman, détruisant justement ce fameux équilibre des forces. En fin de compte, pour vaincre leurs rivaux de toujours, les chrétiens ont lancé une croisade plus douce, plus subtile, qui, contrairement aux autres, a réellement réussi et dont les traces peuvent se lire encore aujourd'hui, partout sur la planète. Toutefois, il est essentiel de ne pas confondre la cause avec le résultat. Le résultat final fut la colonisation et une révolution commerciale, la cause motivante était la poursuite de la guerre sainte contre les musulmans. Il ne faut pas non plus y voir un gigantesque complot entre guillemets de la part des chrétiens et des Européens, car il a existé partout au gré de l'histoire des personnes qui n'ont jamais souhaité l'hégémonie d'un des deux groupes sur l'autre. Les exemples d'individus préférant la coexistence pacifique sont légion, et pour que cette ère de coexistence puisse exister réellement, il aurait fallu que l'accent soit placé de la part des puissants sur la diversité culturelle et le pluralisme religieux, mais ce ne fut pas le cas. À la place, nous eûmes l'ère de la découverte, que certains natifs appellent toujours aujourd'hui l'ère de l'exploitation. Peut-être à méditer. Bravo! Voilà, c'est 5 pages de texte, j'ai fait une chronique à la Nico. C'était trop bien. Ça me fait plaisir. Il y a des choses sur lesquelles je suis moins. T'es moins d'accord? Bah, s'il y a des choses. Par exemple, je pense qu'il y a une question de problématique sur qu'est-ce qui est de la justification et qu'est-ce qui est de la raison, qui sont pas tout à fait la même chose. Et tout le côté, c'est-à-dire tout le côté messianique de tout ce que le pape va faire ensuite. D'ailleurs, parce il en fait pas qu'une nébule. Hein, on pourrait le plus célèbre, c'est sans doute peut-être Tordesillas, qui partage le monde en deux entre les Espagnols et les Portugais. On va dire qu'il fait une véritable bande dessinée avec toutes ces bulles. Hein. Ouais, très clairement. Mais ça tient. Je trouve que ça tient beaucoup plus de la justification que de la raison. Autant le fait d'affaiblir ou de trouver un moyen de contrer ses adversaires musulmans, notamment ceux d'Afrique du Nord, ça pour le coup c'est des raisons, à mon sens, c'est ce qui motive l'action. Autant les bulles papales sur le pseudo-droit des Portugais à dominer le monde, basiquement, hein. Ça fait très, je me rappelle plus le... Ah si, Vinus et Cortex. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Cortex? Tenter de conquérir le monde. Ouais, voilà. Genre une sorte de justification ad hoc. Oui, bien sûr. Moi, faut pas le voir. L'idée, c'est juste que t'as deux empires qui sont rivaux et qu'il faut trouver un moyen pour éliminer celui qui est à l'est, quoi, en fait. La grosse différence aussi, je trouve, c'est que entre la justification et la raison, c'est pas tout à fait le même impact. C'est-à-dire que la justification, c'est un moyen d'enrober l'acte pour le présenter aux gens qui sont censés l'accomplir et faire en sorte que ça passe. Mais c'est pas la raison profonde. C'est pas ça qui a motivé au départ l'acte. Autant l'idée de l'existence du royaume du prêtre Jean et la volonté de découvrir et de se relier à cette espèce d'Orient lointain qu'on mythifie à travers, donc par exemple cette image-là, qui sort pas complètement de nulle part en réalité. Il y a sans doute des bribes d'histoire de chrétiens nestoriens, qui sont un groupe de chrétiens qui sont allés jusqu'en Chine quand même. Hein. Et qui se sont implantés là-bas et qui ont sans doute créé une espèce de fil par... Oui, de toute façon, il y a rien qui sort de nulle part, hein, de toute façon, ça c'est clair. Et autant cette idée d'aller rechercher ces contacts-là afin de trouver des alliés pour contrer les locaux, est-ce que d'ailleurs les Portugais feront très très bien en Éthiopie, d'ailleurs l'Abyssinie à l'époque, le royaume chrétien, qui est situé au débouché du Nil, donc sous le sultanat égyptien, et que les Portugais armeront pour faire face justement aux musulmans dans cette région, notamment parce que
pour que les gens visualisent l'Abyssinie à l'époque. Je peux pas dire que ça correspond tout à fait à l'Éthiopie, parce que c'est un peu comme dire que la Gaule c'est la France, mais en tout cas c'est le pays qui est dans la région qui partage un héritage culturel, et qui se situe donc à l'embouchure de la mer Rouge, et que les Portugais vont armer justement pareil pour tenter d'encercler, ou en tout cas plutôt d'ennuyer, parce qu'en réalité les écarts de force sont pas suffisants pour réellement. C'est vrai que quand on va se dire on prend en sandwich les Portugais, les Éthiopiens, on prend en sandwich les Ottomans, et là tu fais vu l'écart de taille, je suis pas sûr. Mais en tout cas pour les ennuyer, pour les forcer en fait à déployer d'autres troupes, d'autres ressources ailleurs en fait, les Portugais effectivement vont massivement utiliser cette idée donc du royaume de Prêtre Jean, d'une mythologie chrétienne extrême orientale. Ça pour le coup je trouve que c'est plus de la raison. Alors que les bulles pontificales en soi, sur le terrain, elles ont aucun acte concret à part donner une justification, comme dit. À part donner aux souverains portugais une capacité à se regarder dans le miroir en se disant est-ce que je fais c'est pour le bien, c'est pas ça qui motive les autres souverains. Par exemple les souverains espagnols, tu disais pour Christophe Colomb, la route occidentale, ce qui les motive, c'est surtout la volonté commerciale et le dépassement justement de ses adversaires musulmans, de pas avoir à en dépendre. Surtout que pour le coup, il y a une autre justification qui s'ajoute à celle des bulles pontificales et qui est liée à l'Empire romain d'Orient, que tu as évoqué, Marc. C'est que le dernier descendant du dernier empereur romain, Palaiologos. Alors par contre, la prononciation grecque. Hein, je crois que c'est ça. J'y ai cru. Ce dernier descendant de la famille va transmettre au souverain de Castille et d'Aragon sa revendication sur l'Orient. Ce qui fait que là, pour le coup, les Espagnols vont se retrouver, entre guillemets, détenteurs d'une sorte de légitimité, on va dire, à combattre pour la Terre Sainte, pour Jérusalem, etc. Mais ça, pareil, c'est plus de l'ordre de la justification. En réalité, si on regarde les raisons concrètes des rois d'Espagne, il n'y en a aucun qui s'attend concrètement, réellement, à retourner en Palestine, Syrie. À l'époque, c'est infaisable. Mais je pense quand même que malgré tout, tu vois, retirer le côté religieux, et le remplacer que par du marchand. Je pense quand même que malgré tout, dans ce genre d'époque, mine de rien, quand t'es un monarque quasi absolu, que tu vis dans cet endroit-là, en fait, c'est comme ça que tu mobilises et c'est comme ça que tu justifies aussi tes propos sans même forcément. Je pense que c'est même pas forcément conscientisé en fait. Ouais, mais justement, tu vois, quand on voit Manuel Ier qui passe son temps à parler de dernière croisade, etc. Je vois pas ça comme de la com, tu vois, parce que le Pékin moyen dans sa campagne, il s'en bat les couilles. Je pense honnêtement que le gars, il croit sincèrement. Je pense que le gars, il croit sincèrement et qu'il sait très bien qu'il ira peut-être pas à Jérusalem, mais s'il peut faire du mal aux Ottomans, économiquement parlant et militairement parlant, il le ferait, ouais. Et c'est plus concret aussi pour la noblesse que essayer de s'imaginer faire fortune dans une destination qui est inimaginable. C'est ça, ouais. Quand t'es dans ta petite campagne. Je pense que la religion, elle a quand même un poids qui est présent dans ces sociétés et surtout chez les nobles, qui est très importante. Tout à fait d'accord sur la question du poids, mais moi c'est plus une question de justification que de raison. On a souvent tendance à mettre sur la colonisation de manière très générale, et d'ailleurs il faudrait sans doute parler des colonisations, puisqu'en fonction des époques et en fonction des endroits ça se passe pas du tout de la même manière. Mais on a tendance à mettre sur cette idée de colonisation cette espèce justement, tu l'as dit, de supériorité morale du christianisme sur le reste du monde. Or, dans beaucoup de situations, si c'est pas la très grande majorité, c'est pas la raison primordiale de la colonisation, c'est la justification qu'on met dessus pour le vendre aux populations européennes, pour que même se disent ah bah oui c'est logique qu'on le fasse. Mais c'est pas la raison première. Et les raisons premières, elles sont souvent beaucoup plus économiques, beaucoup plus militaires, stratégiques que d'aller, par exemple, un peu plus tard, la mission civilisatrice et compagnie. Ça, c'est de la justification. Ouais, tu vois ça comme un vernis, quoi, en fait, en gros. Bah, c'est pas un vernis, non, parce que c'est un mot qui est un peu faible, parce que ça a quand même un impact sur le terrain, ça a quand même un impact sur la manière dont les gens se comportent, dans la manière dont les gens voient les actes qu'eux ils commettent, et que donc forcément, si tu dis à quelqu'un basiquement ta carte blanche parce que de toute façon quoi que tu fasses ce sera bien, c'est littéralement c'est Dieu le veut, hein. C'est Deus Vult, hein. Donc ça a un impact concret, c'est pas juste un vernis.
Mais De toute cet façon, impact, c'est pas ce qui a poussé, c'est pas ce qui a déclenché, à mon sens, le mécanisme. Après, moi, je suis très très clairement, je suis un grand partisan de, je me rappelle le titre du bouquin, je crois que c'est une histoire populaire de l'humanité, qui très clairement est une approche post-marxiste sur l'histoire des sociétés et qui s'intéresse surtout à la question des économies, économique. des techniques et du poids qu'elles jouent sur les sociétés, qui est beaucoup plus important que le poids justement, on va dire moral ou culturel au sens très vague, parce qu'en fait on pourrait montrer le cultuel dans plein de choses, mais Ouais. De toute façon, grosse digression. c'est deux choses qui s'entremêlent tellement aussi à ces époques-là que c'est pour chaque individu va peut-être chacun va y voir un peu midi à sa porte. Je pense à cette époque tu vas avoir des gens qui vont être très pragmatiques et religieux et très pragmatiques pardon justement très très tournés autour d'une économie et d'autres qui au contraire seront peut-être plus dans quelque chose de religieux. Ça va dépendre beaucoup. Je pense que ça va beaucoup dépendre de qui t'as en face de toi en tant qu'individu. Oui, mais au-delà des individus, quand tu regardes les mécaniques d'État, quand tu regardes les volontés d'État, puisqu'à partir c'est aussi une des grosses différences, c'est qu'à partir du 15e, 16e siècle, on commence à avoir des États en tant que puissance émergée. C'est ça que moi je trouve qui est important de comprendre derrière, c'est comment les États fonctionnent, comment les États pensent leur stratégie, comment ils raisonnent et comment ils justifient ce raisonnement. Un peu de la même manière que Colomb, qui ensuite va justifier son occupation par ah oui, mais j'ai le droit parce que le pape il a dit que. Mais à la base, c'est la thune. À la base, la raison, c'est la thune, l'argent, la maille, le blé. Colomb, Ouais, non, mais je vois bien ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plus autant tu vois, je pense que la religion est pas un vecteur, mais je pense que ça reste malgré tout, je pense, plus subtil que simplement une histoire de thunes. L'argent joue bien sûr, Ah, mais c'est pas que ça, mais c'est tout un, à mon sens, un réseau économique et stratégique. Parce qu'on a souvent tendance aussi à supprimer les idées stratégiques et les ambitions stratégiques des États dans la discours. Parce que quand on dit économie, en fait, parce que ça veut pas dire grand chose. L'économie, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a froid? Bon. Mais les États, ils ont des stratégies sur le contrôle de telle ou telle ressource, sur leur capacité à s'approprier ou à bloquer cette ressource pour un opposant, par exemple. Ça fait partie de cette espèce de réseau économique, de ce tissu, on va dire. Je me permets quand même de relancer un petit peu le débat, parce que du coup, j'ai pas vraiment pu dire ce que j'avais en tête tout à l'heure. L'idée, c'est que tu disais que c'est un peu facile de mettre tout le dos sur la religion, mais c'est aussi, je trouve, assez facile de placer un point de vue capitaliste sur des époques qui appartiennent au passé. Alors c'est vrai que la religion est importante, l'économie est aussi importante, mais faut pas oublier une chose, c'est que les royaumes ibériques, ils sont catholiques. On n'est pas sur du protestantisme, on n'est pas sur une économie qui est bourgeoise, capitaliste, hein, comme on pourra avoir par la suite dans les Flandres. Il y a au sein des pays, des royaumes ibériques, un véritable fanatisme religieux qui va être présent à la fin du 15e et au début du 16e siècle, d'une part avec l'Inquisition, d'autre part avec l'expulsion des Juifs. Et oui, il y a un moment donné, quand t'es un roi du royaume ibérique et que le pape il te dit un truc, c'est pas juste une justification pour que tu puisses faire n'importe quoi. C'est le pape qui te dit un truc, c'est une parole qui est importante dans tout le monde catholique. Alors oui, effectivement, il y a des fois des royaumes qu'on n'a rien à foutre, comme la France par exemple, avec François Ier. Mais dans le cadre des royaumes ibériques, je pense honnêtement que ce point de vue religieux, il est très important. C'est pas d'ailleurs pour rien que Vasco de Gama, il est en charge de retrouver le royaume du prêtre Jean. Il y a bien évidemment d'un côté un aspect militaire de se chercher des alliés, mais c'est des alliés qui sont catholiques. Et d'ailleurs, à partir du moment où Vasco de Gama rentre de son deuxième voyage et qu'il n'a toujours pas trouvé le royaume du prêtre Jean en 1503, il va être limogé, entre guillemets, mis sur le banc à la retraite, en une retraite anticipée, par le roi du Portugal, en forme de punition pour justement ne pas avoir accompli sa tâche. Alors qu'on aurait très bien pu le garder pour continuer le boulot de commerçant, entre guillemets, parce qu'il était bon aussi là-dedans. Mais il y a vraiment cette notion de religion qui, je pense, est assez importante à prendre en compte quand même à cette époque-là. Le capitalisme, c'est important aussi, mais je pense que c'est des choses qui sont alliées à d'autres époques, même si effectivement le XVIe siècle va permettre l'essor de cela, mais honnêtement je pense plutôt à travers le protestantisme, comme dirait ce bon vieux Weber dans son Éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Voilà. Après c'est un angle d'approche qui est un petit peu différent, c'est pas tout à fait la même, vous l'aurez compris, on n'est pas tout à fait sur le même angle d'approche.
Non, mais l'approche utilitariste, elle est utile aussi. Bien sûr, ouais. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est clair. Non, c'est intéressant. Dans les deux cas, et puis même, je sais pas si vous avez lu Rouge Brésil ou pas. Enfin, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est Lévi-Strauss Non, c'est. J'ai oublié le nom de cet auteur. Pareil, c'est un auteur qui écrit beaucoup de trucs un peu historiques. Non, Rouge Brésil, c'est un roman. Qui raconte du coup l'histoire de la France antarctique. Enfin, qui. Oui, c'est Jean-Christophe Ruffin. Ouais, c'est ça, c'est Ruffin, tout à fait. Et du coup, son personnage principal, il en fait quelqu'un qui est vraiment. Qui a cette idée de croisade en tête, et en fait il veut reproduire, il veut aller dans le Nouveau Monde pour reproduire ce qui le fait vibrer en fait depuis toujours, parce que Villegagnon en plus c'est un homme religieux, qui fait partie d'un ordre religieux. Donc c'est vrai qu'en fait c'est tout un imaginaire. En fait, si on se remet à la place d'une personne de cette époque, c'est extrêmement complexe d'essayer de retrouver la psyché de ce genre de personnage là, parce qu'en fait l'imaginaire commun est tellement différent. C'est un autre monde. Mais c'est fascinant par contre, d'essayer de s'imaginer ça justement. Et je pense qu'on peut réussir à en avoir des traces via justement des études, pas forcément que historiques, mais aussi sur la pensée, la philosophie. À partir du moment où tu arrives à capter comment les gens voient le monde, c'est déjà plus facile de commencer à capter leur volonté. D'ailleurs, un point super intéressant qui est très souvent oublié dans la part des gens qui ont une certaine idée de l'histoire, c'est que justement au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, la plupart de la chrétienté lutte contre le monde musulman, à part un seul pays en Europe de l'Ouest. C'est la France qui est alliée. C'est vrai que la France est alliée avec la France est alliée à l'Empire ottoman, accueille des délégations musulmanes depuis François Ier et jusque quasiment au 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement oublié, parce qu'en fait, on a été très très proche de l'islam dans notre histoire, dans l'histoire de France. C'est très clairement, c'est le genre de choses où la problématique, c'est que quand tu rentres dans le détail, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. C'est sûr que si tu vas dans le détail, même François Ier, donc grande alliance avec l'Empire ottoman contre les Habsbourg, puisque les Habsbourg, eux encerclent eux-mêmes, se sont eux-mêmes implantés en Espagne et possèdent aussi la couronne du Saint-Empire, donc ils encerclent la France. Donc l'idée de la France, c'est donc de contre-encercler les Habsbourg en s'alliant à celui qui était pourtant l'adversaire de la chrétienté, blablabla. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que les États, malgré leur discours religieux, la France clairement a pas du tout de leçon à donner. C'est en réalité, le pragmatisme en règle générale prend le pas sur de simples conceptions théologiques. Alors d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est pas les Français qui vont venir chercher les Ottomans en premier. C'est les Ottomans qui vont venir chercher les Français, notamment le roi Louis XI en 1483, tout simplement parce que le sultan ottoman cherche à faire en sorte que les Français qui ont capturé son frère le gardent. Donc du coup, il paye les Français pour que ces derniers continuent à garder son frangin pour que lui puisse avoir le pouvoir. Donc c'est seulement par la suite, il faudra quand même attendre bien 1525, donc assez longtemps finalement après la période de Emmanuel Ier et du royaume du prince Jean, pour qu'on ait effectivement l'alliance franco-ottomane qui soit signée, il me semble, si je dis pas de bêtises, en hiver 1525, dans un but effectivement d'alliance contre l'hégémonie des Habsbourg. Donc même si effectivement on a l'impression que ce sont des époques qui sont proches parce qu'on est sur quelques dizaines d'années seulement, justement les grands voyages vont rebattre les cartes de tout ça aussi derrière, et des grandes alliances. À partir du moment où le Portugal et l'Espagne, et spécialement l'Espagne des Habsbourg, peut commencer à concevoir l'idée d'avoir des comptoirs qui, pour le coup, effectivement, vont apporter des richesses. Là, en tant que puissance européenne, sans possession pour le moment, puisque les voyages de Jacques Cartier seront faits après, la France a besoin effectivement d'un nouvel allié. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là que le côté religieux va partir de la chose. Mais chez les Espagnols et les catholiques, il y reste toujours. Jamais on aura une alliance ibérique avec les Ottomans. C'est quelque chose qui est complètement inconcevable à l'époque. Mais c'est vrai que François Ier, avec son envie de créer un pacte d'alliance entre les Français et les Ottomans, fait un petit peu figure d'avant-garde, parce qu'il va mettre de côté un principe de monde religieux au profit d'une forme de real politique d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est pas que François Ier, puisque tu l'as dit, en fait, il va y avoir plein d'itérations de cette idée d'encerclement. Et c'est ce qui a apporté aussi dans l'imaginaire général de la France, tout l'orientalisme en fait. Il y a une énorme influence qui a été apportée grâce à ça. Oui. Et ça c'est un truc qui est tellement passé sous le tapis, tu sais, quand t'as des gens qui se réclament de l'histoire de France, notamment, qui sont très, très conservateurs, par exemple. Et c'est une période de l'histoire dont ils font jamais référence, ou alors ils font référence à une idée un peu fausse de cette période de l'histoire. J'aurais même tendance à dire encore avant, parce qu'en fait, quand tu regardes déjà la première croisade, et toutes les croisades ensuite, en fait, il y a plein de choses qui vont créer du lien
Ouais, c'est clair. même dans la langue, hein, je veux dire, que ce soit le kawa, que tout le monde boit le matin, ou le souk qu'on peut avoir sur la route. Il y a Bien plein sûr, de ouais. choses qui ont été prises et qui reviennent pour certaines depuis les croisades. Ouais, et puis après ça va râler quand Euh, il y a une construction de mosquée. Non mais franchement, sérieux. Après, il y a une grosse. Après, je pense qu'il Sérieux. faut faire une grosse différence. La Il faut faire une grosse digression. différence. Moi, Non, non, mais perso, je l'ai fait entre ce qui est des compréhensions des modus historiques et des questions de politique récente et parfois mais de c'est vision des ce choses. Et il y en les a mêmes qui se personnes qui justifient. mobilisent un héritage qui est fantasmé. Malheureusement, tous les bords politiques en France mobilisent l'histoire un peu comme ça leur chante, en oubliant les parties qui les arrangent pas et en mettant en valeur les parties qui eux considèrent être entre guillemets valables. Voilà, il y en a qui oublient par exemple que dans le Béarn, une famille nobiliaire va pendant 600 ans nommer tous ses héritiers mâles qui régneront donc sur une seigneurie dans le Béarn, Saladin, parce que l'ancêtre qui avait été à la bataille, je crois que c'est la bataille de Hattin en plus de Hattin, avait été épargné par le dit Saladin, et en forme de remerciement, en forme de remerciement de grâce, je sais pas comment trop le dire, Ouais. ce franc, pourtant qui est un franc, seigneur franc de l'Europe, va décider que traditionnellement tous ses enfants, pour remercier donc celui qui l'avait gracié, porterait le nom de Saladin. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce nom-là qui survit, que tu vois bizarrement popper des fois dans les bouquins aléatoirement. Là, je pense Et il y a qu'on est en toute train de une image, vachement d'ailleurs. digresser, mais je pense que ça Oui, peut ouais. être intéressant de faire un hors-série islam en France à la période précoloniale. Eh ben, allez, vas-y, c'est parti. Mais je pense que dans ces cas-là, il faut le faire Histoire plus que de remettre un peu les période points sur les coloniale. i, tu vois. À mon sens, il faut l'étudier dans tout le contexte. Parce qu'il y a aussi des choses que de l'autre côté, certains oublient, à mon sens, c'est que l'islam, comme le christianisme, est une religion monothéiste abrahamique, et que certains de ses préceptes sont tout ce qu'il y a de plus rétrograde c'est sûr. par rapport à une vision moderne. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a aussi de l'autre côté, qui ont tendance à Ah oui. l'oublier, parce que ça le fait pas avec le discours. Mais ça n'est ni l'heure ni le lieu. Tout à fait. Je vous arrête là. Merci Marc. du coup, Franck, pour tes interventions. Désolé, je digresse tout le temps, je papillonne tout le temps. Un autre point de vue, tu es l'homme papillon. Mais Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.